coup, comment préparer un cours, une leçon? Déjà, on sait que au Gabon, j'avais cru comprendre qu'ils travaillent par compétences. Ils ont une approche à compétences actuellement. Et nous, on ne sait pas forcément avec les compétences. Et les travails doivent travailler en fonction des différents niveaux. Ici en France, c'est aussi la même chose. On a une approche par compétences. Mais enfin, je sais que par rapport à ici, les compétences vont varier selon les classes, les niveaux, du coup, et les, euh, selon les matières aussi. En mathématiques et en physique, on a 5 compétences on travaille ici en France. Je ne sais pas comment ça se passe cette approche-là. Donc, à ce moment-là, sur ce point, je ne vais pas trop avancer sur tout ce qui est compétences. Parce que je n'ai rien en fait pour me baser. Sur quoi me baser en fait. Et on sait que les cours qu'on a, et quand on fait les cours, il y a les cours en présentiel, c'est différent en fait des cours quand on fait en ligne. Je pense, pour ma part, je pense qu'il y a une difficulté un peu plus élevée. Pourquoi? Parce que on n'a pas l'interaction en fait avec les élèves. L'interaction peut exister, mais c'est pas comme en présentiel. En présentiel, si l'élève ne comprend pas, l'élève va tout de suite, il te dit ce qu'il ne comprend pas et tu apportes en fait la réponse. Tu apportes le soutien qu'il faut. Donc, du coup, pour construire un cours, premièrement, il faut savoir, il faut connaître en tout cas le niveau de l'élève. Est-ce que c'est niveau primaire, est-ce que c'est primaire, est-ce que c'est quelle classe? Si c'est le secondaire, on fait un cours de sixième ou un cours de cinquième, etc. Donc, du coup, connaître le niveau des élèves, comme j'ai dit, garder à l'esprit la capacité, donc les capacités des élèves pour le connaître. Je sais que, par exemple, nous, premièrement, on parle du Gabon. Et je sais que ça peut varier aussi peut-être plus tard d'autres pays, les élèves d'autres pays pourront peut-être aussi regarder, mais on sait à peu près le contexte. Ou quand on construit un cours, on doit garder en tête le contexte, en tout cas régional, le contexte, le point de vue linguistique, socio-culturel. Je fais un cours au français, c'est pas la même chose que faire un cours au gabonais. Même si ce n'est que les mathématiques. Donc, du coup, quand je fais mon cours, je vais peut-être éviter de prendre certains exemples. Un élève qui est au Gabon, je ne vais pas lui prendre des exemples de la Tour Eiffel ou du métro. Il ne sait pas si il n'a jamais vu un métro. Peut-être qu'il a entendu parler, mais il ne sait pas est-ce que ça roule sur terre, est-ce que ça roule en surface, est-ce que. Donc, du coup, ce contexte-là, je dois l'avoir en esprit. Donc, je construis mon cours. Parce que si je viens construire un cours avec des choses qui sortent en tout cas du cadre de vie des élèves, facilement, il y a beaucoup en fait qui risquent de ne rien comprendre et malheureusement on risque d'avoir des situations de décrochage. Les élèves, ils ne comprennent pas, ils ne trouvent pas son intérêt dans ce que tu dis. Et ils finissent par ne plus venir regarder. Donc, en gros, je rajoute, comme je disais, la population, ça va être, c'est des Gabonais. Ils sont au Gabon, ils ont un certain cadre, en fait, là-bas, un certain mode de vie. Et je dois garder ça en esprit quand je construis mon cours. Alors, utiliser, par exemple, quand je construis mon cours, je peux utiliser les, je peux me baser sur un livre, je peux me baser sur des documents, d'autres documents. Ça peut être, par exemple, un audio, ça peut être beaucoup de choses, en fait. C'est pas que le livre. Donc, du coup, quand j'utilise le livre, ce qu'on fait parfois, c'est que si
on ne fait pas attention, on peut se mettre à recopier le livre. Ça, c'est vraiment un danger, en fait. Donc, et du coup, ça fait que quand on va recopier le livre, ça va entraîner, en fait, les élèves vont se retrouver avec des choses qu'ils peuvent déjà peut-être aller voir dans le livre. S'il faut copier le livre tel qu'il est, ou peut-être mieux, il serait peut-être mieux de dire aux élèves, allez-y lire le livre et comprenez les choses. Bon, le livre, il doit plutôt être là comme quelque chose qui nous propulse. Et non comme je l'ai dit là, c'est comme une béquille, ça ne doit pas être une béquille. Par exemple, je vais donner un peu ces images-là. Une rampe, ça permet de décoller. On glisse dessus, après on décolle. Alors qu'une béquille, on ne peut pas s'en passer. On est dessus, à chaque fois on s'appuie, on s'appuie, on s'appuie, on s'appuie. Donc on doit plutôt utiliser le livre comme une rampe, on décolle, puis on rajoute en fait, on apporte en fait des choses qui vont intéresser les élèves, qui vont pousser l'élève à comprendre facilement. Euh, Bien sûr, on se base sur un livre, comme je l'ai dit. Pourquoi ne pas recopier intégralement le livre? Parce que les livres, généralement, les activités qui sont dedans sont des concentrés, en fait, des concentrés d'informations. Vous allez trouver beaucoup de notions dans une même activité. En fait. Et si tu prends cette activité-là, tu la balances comme ça aux élèves, la plupart auront du mal à s'en sortir. Du coup, il faut vraiment, quand tu as ton livre, tu le regardes, il y a plein d'informations dessus, beaucoup de notions abordées. Tu cibles la notion que tu veux enseigner à tes élèves. Cette notion-là, tu essayes de l'enrichir. Tu peux même cliquer dans le livre, c'est pas forcément mauvais, mais il faut l'enrichir. Il faut enrichir pour que ce soit un peu personnalisé aussi. Donc, du coup, le livre, il apparaît comme un squelette dans ce sens. Il apparaît comme un squelette, et ce squelette-là, il va falloir l'habiller. J'ai mis cette image-là. Quand on regarde le squelette qui est là, si, par exemple, moi, je ne suis pas dans la médecine, je regarde un squelette comme ça, je ne peux pas savoir si c'est un squelette d'homme ou de femme. Je vois juste que c'est un squelette. Et quand on commence à l'habiller, on voit qu'effectivement, on peut voir que c'est un homme, en fait. Parce qu'on commence à voir en fait les choses. Et c'est ce qui se passe dans la tête d'un élève. Je prends par exemple l'olive, tu lui balances, c'est comme si tu lui donnais un squelette, tu lui dis c'est quoi ça? Il va te dire c'est un squelette, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Donc la compréhension va être facilitée quand toi, enseignant, tu, tu habilles en fait ton squelette. Tu prends ton livre et que tu apportes des idées. Tu apportes par exemple, ça peut être tu peux apporter, tu peux te baser même sur les outils, les objets en fait du quotidien pour expliquer ton cours. Dans le livre, on ne parle pas forcément de ça, mais le fait que toi tu rajoutes un objet du quotidien dans le livre, dans l'exercice, donc du coup ça peut apporter en fait, ça apporter un plus qui va permettre à l'élève de comprendre facilement. Donc on a par exemple, on va rajouter des choses qui vont relier en tout cas le cours avec la vie réelle. C'est important. Parce qu'un cours, tu apportes une notion mathématique. Si tu n'apportes pas, par exemple, des exemples qui vont mettre le lien entre la notion que tu donnes et la vie réelle, ça reste abstrait en fait. Et si vous vous souvenez bien, quand nous aussi on était, par exemple, moi je me rappelle quand j'étais au lycée, tout ce qui est science, on me parlait des choses comme ça, pour moi c'était abstrait en fait. J'apprenais juste pour avoir des bonnes notes, passer en classe supérieure, mais c'était pas des choses, en fait, je ne pouvais pas forcément me projeter sur
un emploi, par exemple, en lien avec mon cours. Parce qu'il y avait pas forcément ce côté-là où on mettait le lien avec la vie réelle. Et ça, c'est important. On peut ajouter, quand on a appris une notion dans le livre, on peut ajouter, par exemple, on ajoute du matériel supplémentaire. Ça peut être, donc, en fonction, alors, je reviens rapidement comme ça. Ok. Donc, je peux rajouter d'autres, ça peut être des audios, par exemple. Ça peut être, je ne sais pas, vraiment des exemples, en fait, qui permettent à l'élève de, de voir le côté concret, en fait, du cours que tu lui donnes. Alors, donc, du coup, il faut connaître la capacité, dont l'attention, en fait, des élèves. Euh, Nous, l'avantage qu'on a, c'est que comme c'est des cours qui vont être faits en ligne, du coup, c'est souvent, ça va être des petites capsules vidéo. Et c'est mieux d'aborder peut-être d'aborder par exemple en fonction de l'âge de l'élève, parce qu'on sait qu'il y a aussi les élèves, les enfants, avant un certain âge, même en sixième, hein, la capacité de concentration est limitée. Un élève ne va pas vouloir passer, je ne sais pas, 15 minutes à écouter forcément la même chose, la même chose, la même chose. Donc déjà, si c'est les mathématiques, il n'aime pas les mathématiques par exemple, tu vas lui parler des mathématiques pendant 15 minutes, tu lui parles de ça, ça va le saouler. Et surtout si le contenu est très dense, ça va être compliqué en fait, il ne va rien comprendre. Donc, gardez en tête ce côté-là, la capacité d'attention de l'élève. Donc, si je prends un exemple de la classe de 5e, si on fait des fractions, justement, c'est l'exemple que je donnais. Si c'est en mathématiques, tu lui fais des fractions, niveau 5e, tu lui fais une vidéo, par exemple, qui va durer 15 minutes. Pendant 15 minutes, tu vas lui parler de l'addition des fonctions, de la soustraction, tu vas lui parler de la multiplication des fonctions, tu vas lui parler de la division. Et ça va être compliqué, en fait. C'est beaucoup trop lourd pour un enfant, en fait. Même si tu lui demandes de faire les cours. Donc, le mieux serait peut-être de faire plusieurs capsules où tu vas aborder pendant, par exemple, 3 minutes, tu fais une petite vidéo, tu présentes la chose en 3 minutes avec des animations, tout ça qui peut permettre à l'élève ça change aussi un peu au lieu que ce soit des chiffres, des lettres à gauche à droite. Et il va voir par exemple, je sais pas, une photo, il va voir une image, et ça change un peu en fait. Ça permet à l'élève de, de ne pas être, enfin, d'apprendre les mathématiques sans forcément avoir cette rigueur on nous demandait souvent à la cour, ah, il faut être comme ça, il faut être carré, carré, carré. Donc, du coup, il va apprendre, il va voir des images, il va voir plein de trucs, il va peut-être écouter un audio, et tout ça, ça l'amène en fait petit à petit à comprendre ce que tu lui donnes. On peut faire 3 minutes pour faire les additions, soustractions, 3 minutes pour faire les soustractions, et ainsi de suite. Au lieu de tout cumuler et faire une vidéo de 15 minutes où tu vas tout expliquer. Donc, ça fait plusieurs notions à donner à un élève de 5e qui a déjà une capacité de concentration faible et qui peut-être n'aime pas aussi les mathématiques. Là, je donne l'exemple pour les mathématiques, mais ça peut aussi être d'autres matières. En fait. Ça peut être l'histoire, ça peut être le français. Je parle vraiment beaucoup de mathématiques parce que c'est un peu mon domaine. C'est ça que j'en parle. Je prends plus d'exemples dessus. Et je sais que c'est une matière qui demande beaucoup de concentration. Alors, on va utiliser du coup les outils qu'on va appeler les outils pédagogiques. On ne va pas se limiter qu'au livre, en fait. Exclusivement sur le livre, on prend tout dans le livre. Il faut avoir une ouverture, en fait, et permettre à l'élève de voir d'autres choses que le livre. Parce que si tu prends que le livre, il aura l'impression
comme si tu lui demandais, va lire ton livre et tu vas comprendre des choses. Il faut vraiment qu'il découvre autre chose que son livre qu'il a déjà à la maison. Donc, on va utiliser comme outil numérique, on peut utiliser des calculatrices par exemple. Ça peut être, tu es en train de lui faire, là je parle vraiment des mathématiques, tu lui fais un cours, tu lui demandes de faire un petit calcul ou une démonstration en tout cas sur une calculatrice. Là j'ai mis un exemple, une calculatrice du Orange. C'est une calculatrice qui est assez simple en fait. L'utilisation est très facile parce que déjà c'est en français. Et il n'y a pas trop de trucs cachés comme d'autres calculatrices comme la TI par exemple. Désolé, je prends vraiment beaucoup trop d'exemples sur les mathématiques. On peut utiliser par exemple Excel pour ceux et celles qui ont par exemple des ordinateurs à la maison peuvent en bénéficier. Donc, là, je sais que vous direz plutôt ouais, au Gabon, c'est pas forcément tout le monde qui en a. Mais j'ai envie de nous dire, faut pas non plus qu'on prive ceux qui en ont de s'en réjouir en fait. Pour aussi peut-être lui aussi, pour que ceux qui en ont puissent aussi euh, développer leur capacité, leur connaissance en fait sur les outils. Donc on peut utiliser les applications des sites. Par exemple, là j'ai aimé LearningGate. C'est un site où on peut créer des activités en fait. C'est les activités, l'avantage c'est que c'est interactif. Donc c'est-à-dire l'élève fait et il a la correction automatique. Donc ça permet à l'élève de s'entraîner sur les choses. On peut et il y a vraiment moi je l'utilise beaucoup ça là. LearningGate, j'utilise beaucoup. Euh, Même avec mes élèves. Par exemple, il y a vraiment toutes les matières, pratiquement toutes les matières dessus. Il y a même l'anglais, il y a des trucs comme l'espagnol, il y a le français, etc., etc. Donc, vous pouvez essayer de faire un tour sur ce site-là. Et vous pouvez vous créer un compte. L'avantage aussi avec ce site, c'est que même à distance, quelqu'un peut utiliser. Pas besoin en fait de créer des comptes. Par exemple, les élèves, toi, tu as le compte et tu peux partager un lien ou un QR code aux élèves. Vu qu'actuellement, il y a pas mal qui utilisent les smartphones. Donc, les trucs comme les QR codes, ça peut être intéressant. Donc, tu mets un QR code, l'élève, il va flasher ça, et il va faire sur son téléphone, il va faire l'activité. Et ça lui permet de comprendre. Et l'avantage, c'est que comme il y a aussi la correction dessus, et aussi, le point aussi qui est bien sur cet outil, c'est que il y a, tu peux créer tes contenus, tu peux aussi utiliser les contenus qui sont déjà créés. Il y a il y a des enseignants qui ont créé des contenus, il y a beaucoup de contenus dessus. Et du coup, tu peux choisir ce qui t'intéresse, tu donnes aux élèves, tu leur envoies un QR code, et ils vont flasher, ils vont faire l'activité. Il y a par exemple Socrative que certains utilisent aussi. Moi, je l'utilise, mais enfin, c'est très limité en fait. Que j'en fais. Je n'utilise pas beaucoup. Mais le truc, c'est que c'est juste des quiz en fait. Et ce qui est aussi limitant aussi dedans, c'est que il faut créer les comptes de tous les utilisateurs. Donc, c'est-à-dire tous les élèves qui vont vouloir utiliser le quiz que tu as mis dessus. Tu dois créer leur compte pour qu'ils puissent se connecter et leur donner les identifiants. Du coup, voilà, je ne conseille pas trop ça. C'est plus Learning Gate que je conseille beaucoup plus ceux et celles qui veulent l'utiliser. Alors, si on a le temps, je pourrais faire un tour rapidement sur les Learning Gates pour voir un peu les contenus en fait qu'on a dessus. Je vais sortir rapidement pour aller dessus. Juste pour vous montrer.
Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Oui, on voit, moi je vois. Hein. Ah, ok, merci. C'est bon. Donc, du coup, ici, on voit que là, je ne suis pas encore connecté sur mon compte. Et vous voyez déjà ici qu'il y a quand même des trucs en fait. C'est des activités comme ça. Là, c'est par exemple en sciences. Donc, là, ça, j'avais fait ça avec mes élèves. Donc, du coup, là, ils doivent écrire en fait les noms des outils qu'ils ont là. Par exemple, là, c'est des béchères. Ils doivent écrire béchère ici. Ils doivent écrire les meilleur ici, etc. Et valider pour voir si par exemple ici, on écrit béchère, je valide ici. Vous voyez, là, ça apparaît vert. Donc, ça veut dire c'est bon. Et là, tous les autres, c'est rouge. Ça veut dire c'est pas encore ça. Mais si, par exemple, là, au lieu d'écrire béchère, déjà, si je l'écris mal, j'écris comme ça, tac, c'est rouge. Donc, ça veut dire c'est faux. L'élève va continuer à chercher. Et là aussi, à côté, on a un petit point. On peut cliquer dessus pour voir des propositions de réponses. Par exemple, là, quand je me mets dessus, il me donne la réponse. En fait. Pécheur. L'élève, il écrit pécheur. Donc, voilà. Et il y a beaucoup, par exemple, là, si je clique découvrir des applications, je clique dessus, vous avez là, il y a beaucoup d'activités. Par exemple, allemand, anglais, art plastique, astronomie, etc. Français. Donc, il y a beaucoup, en fait, tout ça. Physique. Donc, en fonction de votre matière, par exemple, la français, je clique sur français. Tout ça, c'est des activités, en fait, en français. Bien connaître les requins, par exemple. Là, c'est une activité. Bien connaître les requins. Je clique dessus. Et là, vous avez les images de requins avec les noms à côté. Donc, je dois associer. Et je valide. Donc, si j'associe, si c'est bon, ça doit disparaître. Donc, là, c'est pas bon. Je clique pour enlever, pour essayer avec un autre. Là, c'est bon, c'est parti. Donc, il y a ça. C'est pour cela que je conseille vraiment pour ceux qui veulent. Je préfère, pour ma part, utiliser ça, en fait. Surtout si c'est comme on va faire là, c'est pas en présentiel. Du coup, l'élève à distance, il peut faire des petits exercices comme ça. Et là, ça peut être à la fin de ton cours, tu peux mettre un QR code pour envoyer l'enfant, l'élève, à faire cet exercice qui passe bien avec ton cours. Et là, ça fait un petit changement. En fait. Au lieu de rester juste là, vraiment le côté académique qu'on nous avait montré au pays, nous, on était très, voilà, c'est le cahier, c'est le livre, c'est telle chose. En fait, sortir aussi pour faire des petites activités qui peuvent être comme des jeux, mais en réalité, on apprend quelque chose. Donc, les cinq étapes pour la préparation des cours, définir les objectifs de la leçon, je dois connaître mes objectifs. Il faut que mes objectifs, quand je vais les noter, que ce soit quand même des, que ce soit des objectifs qui sont spécifiques, hein, faut pas, que ce soit des choses qui sont atteignables. Je ne dois pas me mettre des objectifs que je sais que l'élève ne va pas atteindre. Je me fixe, je me dis, bon, c'est mesurable, est-ce que c'est mesurable, etc. C'est quoi qu'est-ce que j'entends par objectif mesurable? C'est vrai que c'est pas en présentiel. En présentiel, on peut vraiment mesurer, en fait, la réalisation de nos objectifs, s'ils ont été atteints. Bon, en présentiel, c'est beaucoup plus facile parce que il suffit de voir est-ce que les élèves ont compris. Est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce que c'est moyennement compris? Est-ce que c'est pas du tout compris? C'est ça mesurable. Et là, tout de suite, on n'aura pas en fait forcément ça. Mais quand on aura les retours sur le site, quand les gens vont peut-être nous faire des commentaires, nous faire des critiques, c'est là qu'on aura des retours. Et vraiment, soyons humbles aussi. Si c'est les critiques qui nous font comprendre que c'est pas très clair, revoyons les activités pour que ce soit beaucoup plus atteignable pour les élèves. Les élèves les atteignent. Les objectifs doivent être chronométriques.
Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, là, c'est surtout quand c'est en présentiel. Je peux me dire ça, cette notion-là, il faut que, au bout de 3 minutes, que ce soit, que ce soit atteint, en fait, cet objectif. Ça, en fait, quand je dis qu'on le maîtrise, en fait, c'est vraiment quand on est en présentiel, on voit vraiment bien ces choses-là. Quand on fait des vidéos, mais bon, après, quand on fait des vidéos, il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus clair dans l'explication, qu'on soit beaucoup plus clair dans le contenu qu'on donne. Donc, du coup, dès que j'ai écrit mes objectifs, je pense maintenant au contexte. Parce que si je veux faire les fonctions, il faut que je mette les fonctions dans un contexte. Et qu'est-ce que j'entends par contexte? Alors, le contexte, il peut être professionnel, il peut sortir aussi de la vie courante. C'est-à-dire un exemple concret, en fait. À quel moment je peux, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? C'est une activité qui permet à l'élève de faire le lien entre les fractions et la vie réelle. C'est ce que j'entends, c'est ce que j'ai appelé contexte. C'est-à-dire, je ne fais pas les fonctions comme ça, comme des choses qui viennent de l'espace. Je montre vraiment, en fait, je mets ça dans un contexte particulier. Et ça va pousser, ça va amener l'élève, en fait, à mieux comprendre ce que je lui donne. Donc, dès que j'ai pensé à cette activité-là au contexte, je évolue, je regarde. Donc, maintenant, je peux démarrer ma leçon, mon cours. Je vais commencer maintenant à rédiger mon cours. Donc, du coup, quand je fais mon cours, je dois, parce qu'il y a l'entrée, le début. Regardez, par exemple, quand on reçoit parfois, on est sur YouTube et qu'on est en train peut-être d'écouter un chant et il y a une pub qui arrive. Vous voyez la pub, au début, la personne amène la phrase d'accroche. Ça permet, en tout cas, c'est pour nous appeler. Après, le gars, il va raconter sa vie derrière. Mais par exemple, il va commencer à parler de l'argent. Parce qu'il sait que beaucoup, en fait, cherchent l'argent. Et du coup, dès que la personne a entendu l'argent, ses oreilles s'ouvrent pour écouter. Là, la personne raconte ses histoires. Donc, c'est un peu la même chose pour les élèves aussi. Par exemple, si le début de la leçon n'accroche pas, l'élève ne va pas forcément suivre. Donc, le début est très important. Quand je commence ma vidéo, est-ce que j'arrive directement, vous voyez la multiplication des fractions, tout ça, c'est un peu compliqué. Quand même, je commence par quelque chose qui amène l'élève à s'ouvrir, au lieu de rester crispé sur l'écran, comme s'il était puni. Il faut qu'il trouve la joie, qu'il trouve le goût de regarder ce qu'on lui donne. Alors, présentation de la nouvelle notion, voilà, là c'est la partie où je rentre vraiment en fait dans le fond de la chose. J'ai vraiment au début, je rentre maintenant dans la notion que je veux enseigner. Quand je vais enseigner du coup, je dois donner à l'élève c'est quoi en fait la notion que je lui donne. En gros, la définition. Quand la notion est effectivement utilisée, c'est à quel moment. Alors, ça revient un peu à nos questions qu'on s'était posées. Alors, comment est-elle utilisée cette notion-là? Et à la fin, si par exemple c'est les prononciations, comment on prononce ça, etc. Si c'est le français aussi, etc. Par exemple, ceux qui font le français, on se rappelle même nous quand on était à l'école, parfois, on nous donnait des mots en fait, des mots qui sont difficiles, on les donnait. Et n'oublions pas, encore une fois, en gardant en tête l'environnement de l'élève. C'est un élève qui vit au Gabon, qui ne connaît pas les métros, etc. On ne va pas lui parler de métro. Au Gabon, par exemple, ici, les pâtes, on parle des pâtes ici. Mais au Gabon, je ne sais pas, moi, quand j'étais au Gabon, on n'appelait pas ça les pâtes. On appelait les spaghettis ou les macaronis, je ne sais pas. Donc, le mieux, c'est d'adapter même nos explications, nos
exemples, au contexte en fait. Donc si je fais un truc pour les élèves qui sont au Gabon, je ne vais pas commencer à parler des bacs, ils ne vont pas forcément comprendre. Je vais plutôt parler d'être en fait des noms qu'ils connaissent. Ça c'est important. Si je parle un français soutenu, je dois adapter mon registre, adapter à la population qui est devant. C'est un élève de collège, il ne va pas parler le français de l'université. Donc, fais attention à tout ça pour que le cours soit vraiment compris. Donc, on réfléchit aux moyens de transmission. Donc, ça peut être des activités classiques, comme on connaît, hein. Ça peut être des outils numériques, comme ce que j'ai donné là tout à l'heure, des applications, les sites. Ça peut être des photos, des histoires. Ça peut être un fichier audio, un dessin, un objet réel. Alors, comme objet, je peux, par exemple, si je veux, désolé si je prends beaucoup d'exemples de mathématiques. Si je veux faire un cours sur le cercle, rien ne m'empêche de prendre, par exemple, une photo d'une roue de vélo. Une roue de vélo, il y a le centre, je montre, vous voyez, ça c'est le centre. On voit le rayon. On peut parler même du cercle, enfin, on peut parler du périmètre, etc. Vous voyez, j'ai pris un objet quelconque de la vie courante, j'ai commencé par là. Donc, je leur montre un vélo. Ils connaissent le vélo. Et là, je montre la roue. On parle du centre de la roue. On parle, par exemple, du rayon. Je peux leur demander à eux de mesurer le rayon, de calculer, je donne la formule, de calculer, par exemple, le périmètre. Et moi-même, je donne aussi après le résultat. Donc, c'est un peu l'idée. Je peux faire ça. Et ça permet à l'élève, vous voyez, je n'ai pas pris un livre, j'ai pris un objet, en fait, que l'élève connaît, et j'ai parlé du cercle. Alors que si je venais, je dis, ok, bon, on va faire, aujourd'hui, on va parler du cercle, voici le centre, le périmètre, etc. L'élève, ça peut être un peu compliqué. Alors que si je parle de ce qu'il connaît, une roue de voiture, une roue de moto, etc., du coup, ça change en fait. Donc, pratique, la pratique. Donc, ça va, là, je donne par exemple des exercices que les élèves vont faire. Ça peut être comme des exercices interactifs comme ceux que je vous ai montré là tout à l'heure sur le site. Alors, terminer ma leçon. Comme je l'ai commencé, il faut aussi que je fasse attention. Bien finir sa leçon. Il faut qu'on donne l'envie à l'élève de revenir pour regarder la suite. Il faut qu'on donne le sentiment d'avoir accompli quelque chose en fait. Il y en a qui finissent leur leçon en faisant un récapitulatif de ce qui a été donné. Et là, et là l'élève, il a le sentiment d'avoir appris les choses. Ils sortent de là avec des choses parce qu'au bout de 3 minutes, on a abordé pas mal de choses. À la fin, c'est bien de faire un petit résumé pour que l'élève, il va noter, il faut qu'il note quelque chose. À la fin, il sort de là avec des notes. Il ne faut pas que ce soit juste des vidéos, l'élève il regarde, à la fin c'est bon, il s'en va. Il faut qu'il sorte de là, il a quand même pris des notes, il a noté à la fin un petit résumé. Voilà. Et peut-être lui montrer aussi ce qu'on va aborder au cours suivant en fait. Oui, et du coup, il sait quand il va cliquer sur le cours suivant, il sait déjà en fait ce qu'on va aborder là-bas. Donc, leur donner le sentiment d'avoir compris des choses. Et voilà. On peut finir, comme je disais là, on peut finir par un récapitulatif de la leçon en soulignant les principaux points et les objectifs atteints. Donc, une activité d'automatisation. Qu'est-ce que j'appelle par activité d'automatisation? Il faut que l'élève soit capable de faire des choses, parce que c'est ce qu'on veut. Que l'élève soit capable de faire les choses par lui-même, en autonomie. Donc, ça peut être, par exemple, à la fin, une petite activité où je lui donne, là c'est beaucoup plus quand c'est en présentiel, hein, surtout
cette partie-là. Ça peut être une activité où je donne à l'élève, je lui fais passer les images, il doit cliquer par exemple, il doit dire vrai ou faux. Ça peut être des images, ça peut être des petites phrases. Est-ce que cette phrase est vraie ou c'est faux? Du coup, lui, il répond par vrai ou faux. Et à la fin, je donne la correction. Vous voyez, ça peut être comme ça. Même si c'est en distanciel, ça peut être un PowerPoint, en fait, la dernière page, c'est juste, il fait une pause, il répond, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Après, il active encore son truc, il met encore en marche pour voir les réponses. Bon, ça peut être comme ça. Alors, donc, du coup, je vais finir par ça. Pour préparer, il y en a qui font des fiches. Moi, personnellement, je ne les utilise pas. Il y en a qui font des fiches, notamment ça. C'est une fiche que j'avais, je vais quand même vous laisser voir la source. J'avais pris ça dans ce site-là, sur ce site. Donc, du coup, je sais pas pourquoi ça veut. Voilà, donc du coup, on a la première partie qu'on voyait là, c'est l'objectif. Les objectifs, je mets les objectifs généraux, les spécifiques, et les objectifs spécifiques à la notion. Le matériel utilisé, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Est-ce qu'on va utiliser une calculatrice? Est-ce qu'on va utiliser un stylo, etc., etc. La deuxième partie, c'est ça, le vocabulaire, les mots difficiles, tout ça. Je peux donner ça à l'élève. Peut-être dès le début ou à la fin, je peux lui donner ça pour qu'il recopie et qu'il comprenne. Je peux noter déjà ça, le déroulement, comment je vais faire mon, mon cours, la mise en situation, c'est-à-dire le contexte dans lequel je vais utiliser mon cours, ma notion. Donc, du coup, 11, c'est que j'ai pris beaucoup de temps, désolé. Des remarques, le bilan, et là, c'est cette partie, c'est beaucoup plus quand on a le retour, les améliorations, tout ça. Là, on peut dire, ok, il faut que j'améliore telle chose dans mon cours, etc., etc. Voilà.